On est dans les bureaux de Prison Insider, des bureaux qu'on occupe depuis quelques années déjà. Un grand espace partagé, une petite ruche, j'ai l'impression, parfois avec une quinzaine de personnes. C'est ici qu'on produit l'information, donc c'est ici qu'on contacte les contributeurs, c'est ici qu'on se tient au courant de l'actu, c'est ici qu'on est à l'affût de savoir qu'est-ce qui s'est passé, dans quelle prison, de quel pays, pour quelles raisons, et qu'ensuite on discute en équipe pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de cette information-là, comment est-ce qu'on peut la rendre compréhensible, quelles images on peut amener pour l'accompagner, quels témoignages peuvent venir. Voilà, tout ce travail se fait dans nos bureaux ici. Pour moi, il faut s'intéresser aux droits des prisonniers parce que trop peu de gens s'y intéressent. Il se passe des choses derrière les murs des prisons que la société en général ignore, alors que la sanction pénale est prononcée en son nom. Et parce que tout ça se passe derrière les murs des prisons et que les voix des gens ne se font pas entendre, c'est un endroit où les violations des droits humains sont très fréquentes. Et pour autant, ça provoque trop peu d'indignation. La prison, elle est vraiment intimement liée à la façon dont fonctionnent nos sociétés, à la façon dont la justice de notre pays est rendue. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se désintéresser du sort des personnes détenues. Les prisonniers sont à la charge de l'État. Toute l'organisation de leur vie est régie par l'État. Donc, à quelle heure ils vont se lever, s'ils vont être nourris, s'ils seront protégés, s'ils auront un emploi, s'ils auront le droit de voir leur famille, s'ils auront la possibilité de communiquer avec l'extérieur. Tout ça, c'est l'État qui le garantit. Moi, ça m'a conduit en prison, le fait de refuser de faire mon service militaire, de m'insoumettre, ce qu'on appelait l'insoumission à l'époque, m'a conduit en prison. J'avais déjà 2 enfants et j'ai pu voir ce que c'était que d'être à la prison Saint-Paul à Lyon pendant un certain temps avec des prisonniers ordinaires. Ça crée des solidarités avec les prisonniers de droit commun et ça fait se rendre compte. Pour moi, il n'y a pas tant de sujets qui valent le coût de tels investissements, mais la situation des prisonniers, comme a pu le dire Lola, est quelque chose qui mérite de se mobiliser, et tout le monde pense que c'est pour les autres. C'est pas pour les autres, ça arrive à un moment où à toutes sortes de personnes qui n'avaient jamais soupçonné un jour passer par la prison, et effectivement c'est un lieu de non-droit. À la fois, la situation des personnes en prison, elle est extrêmement particulière, elle ne concerne que leur situation en eux. Ils sont privés de liberté et ça induit une situation particulière. Mais en même temps, ce qui se passe en prison est totalement évocateur des dynamiques en dehors de la société. En prison, on retrouve le problème du racisme, on retrouve le problème de la misogynie aussi. On retrouve tous ces problèmes-là, parfois augmentés, parfois qui se jouent différemment. Mais la prison n'est pas, à ce titre-là, n'est pas coupée de la société. Le Prison Life Index, c'est un indicateur composite qui permet d'évaluer les conditions d'incarcération des personnes détenues au travers le monde, au regard des standards internationaux. Ceux-ci sont basés sur des textes votés par de grandes instances comme l'ONU. Ils définissent les conditions minimales de détention qui respectent la dignité humaine. Son rôle, confronter ces textes avec les prisons du monde, tout en essayant de se baser le plus possible sur des indicateurs simples et compréhensibles par tous. Il se base sur 5 catégories. Le lien, avec l'extérieur, mais aussi avec les autres détenus, avec l'administration et les surveillants. La sécurité, physique, protection contre la torture, et psychique, protection contre les sanctions disproportionnées, comme le maintien long en isolement. Les conditions matérielles de développement, manger, boire, dormir, se laver. La santé, l'accès aux soins généraux, d'urgence, psychologiques, psychiatriques, gynécologiques, pédiatriques. L'activité, l'accès au travail, à l'éducation, à la formation, pratiquer sa religion sans contrainte et sans entrave. Le champ d'étude du Prison Life Index prend autant en compte la théorie, les lois et réglementations, que la pratique, ce que les prisonniers vivent au quotidien. Par exemple, en matière de suicide en détention, le Conseil de l'Europe fait la somme de ces suicides dans les prisons du Conseil de l'Europe. Donc après, il est relativement facile
de dire, tiens, dans tel pays, on se suicide plutôt moins, et dans ce pays, il y a un taux de sursuicidité qui est très important. Alors, c'est très intéressant de regarder pourquoi on se suiciderait moins. Ça peut être un problème culturel, parce que là, il y a des pays, effectivement, où la population, en règle générale, a tendance à plus commettre cet acte-là que d'autres. Mais ça peut être aussi lié aux conditions de détention, à la façon dont on s'adresse aux gens, et c'est plus un problème culturel extérieur, c'est un problème, à un moment donné, on dirait aujourd'hui systémique, je ne sais pas si le mot ça peut s'appeler, c'est le système, à un moment donné, qui pousse les gens à cet acte-là. Donc c'est extrêmement important de pouvoir se situer sur cette question-là de façon, j'allais dire, comparative, et cet indice-là du suicide cumulé avec d'autres indices, vont pas permettre de dire c'est le 23e ou c'est le 12e ou c'est le premier, mais de cumuler des connaissances pour interroger en fait les États sur leurs pratiques pénitentiaires finalement. Bon, je m'appelle Ferrari Muriel, j'ai 67 ans. Ma vie, ça a été la galère dès que je suis née. J'ai ma mère qui s'est faite assassiner lorsque j'avais 2 ans. Après, j'ai été élevée par un peu tout le monde. Et à 15 ans, je suis partie en stop à Paris toute seule, de Toulon. Et ça a été la porte ouverte à faire que des conneries. J'ai eu l'impression, moi, que j'ai pas eu d'enfance et que j'ai été décisionnaire de mes actes depuis toute petite. Ils m'ont laissé faire ce que je voulais. Donc, moi, j'ai surtout... Bon, j'ai pas connu la violence, mais j'ai connu l'indifférence. Ici, nous sommes à Montluc, où j'ai séjourné 2 fois, mais très peu de temps. Je n'ai pas eu de jugement dans ma famille. La seule chose que j'ai eue, c'est mon père qui m'a dit « c'est ta vie, t'en fais ce que t'en veux. Mais quand t'es en prison, ne m'appelle pas, ne m'écris pas. » Il a toujours tenu parole, toutes les années. J'ai jamais eu une lettre, une visite ou un mandat. Fresnes, j'étais mineure, donc on n'était pas nombreuses, on devait être une vingtaine. Mais c'est là que ça m'a le plus impressionné parce que j'avais toujours connu des gens qui étaient allés en prison. Et la première fois que je me suis fait arrêter, que je suis arrivée au Quai des Orfèvres, j'étais presque fière. Et on m'a dit, tu vas en prison? J'ai dit, je vais en prison. Et quand je suis arrivée à Fresnes, j'ai le souvenir d'une surveillante qui arrivait avec des clés immenses, un trousseau de clés immense, qui m'a dit, taisez-vous, marchez le long du mur. Et quand j'ai vu la cellule, là, j'étais plus fière du tout. Et je crois que c'est la seule fois où la prison m'a vraiment... Quand la porte a été fermée, que j'ai dit, c'est ça la prison, c'était plus la même chose. Après, ça a été à Fleury. La plupart des fois où je suis tombée, c'est à Fleury. Parce que je suis venue ici accidentellement. Parce qu'en 1977, j'étais en prison pour un délit que je n'avais pas commis. Il était hors de question que je paye. Donc après, je suis arrivée à sortir. Mais la fois d'après où je suis tombée, il n'y a aucune prison qui me voulait. Donc j'étais à Fleury. Fleury, ils m'ont envoyé ici de 3 mois. Après, ils m'ont envoyé à Saint-Étienne à la Talaudière, à la centrale de Rennes. Ils m'ont promené. C'est comme ça que j'ai connu ici. Le matin, on descendait au réfectoire pour le petit déjeuner. 2 fois par semaine, on avait la douche dans la cour. Il fallait traverser le jardin. Après, c'est devenu un atelier, où le réfectoire, où on contrôlait des pièces de voiture. À midi, on débarrassait tout, ça devenait le réfectoire. L'après-midi, on avait 2 heures de promenade. Et le soir, on reprenait notre repas au réfectoire et on rentrait en cellule. À ce moment-là, l'idée de l'insertion ne m'intéressait pas du tout. Je me servais de l'éducateur pour sortir de prison, mais dès que je pouvais lui fausser compagnie, c'était... Non, et c'est pour ça qu'on parle de réinsertion et tout. Je pense que la personne qui veut vraiment s'en sortir, même maintenant, c'est la volonté.
sans éducateur, sans rien. Le jour où j'ai décidé d'arrêter mes conneries, je l'ai fait. Oui, c'était un choix, c'était ma vie. À l'époque, je n'avais pas envie de travailler, je n'étais pas dans l'optique de travailler. Et franchement, j'aimais bien cette vie. Pourtant, ils ont essayé, ils m'ont mis tous les éducateurs sur le dos, les assistantes sociales, tout ça, mais je n'étais pas dans l'optique d'arrêter. Et ils n'y arrivaient pas. Un jour, j'en ai eu marre d'aller en prison, j'en ai eu marre de me prostituer. Et rentrer sur le marché de l'emploi à 48 ans, sans calife, sans rien, je ne sais pas qui c'est qui m'aura embauché. Et j'ai toujours aimé cuisiner, j'ai eu l'idée d'ouvrir donc ce resto. J'ai plus l'impression d'être en prison maintenant par rapport... et je me suis enfermée toute seule dans le système. Quand je pense à l'URSSAF, les impôts, tout ça, le travail, eh ben, je suis plus en prison que quand j'étais en prison. Et quelquefois, je regrette. J'ai regretté amèrement d'avoir fait ce choix. Je préférais la vie d'avant. J'ai un ami, donc M. Boiron, qui avait écrit un livre. Et moi, j'avais écrit un condensé de ma vie à une dizaine de pages. Et je lui ai dit à Dédé, tu ne veux pas leur montrer ce que j'ai écrit? Et la semaine d'après, il y a M. Bernard Bols et Mireille Debar, qui étaient journalistes, qui sont venus manger chez moi, qui m'ont dit, ça serait bien d'écrire. Je pense que ce n'est pas pour répandre l'information que j'ai écrite ou pour évacuer quelque chose. J'ai 67 ans, ma vie, ça s'est passé il y a bien longtemps. Il y a longtemps que j'ai digéré tout ça. Je ne pense pas que ça m'ait apporté un soulagement quelconque. Hein. Ça n'a rien changé à ma vie.